Alors, je m'appelle Nadia Tahir, je suis maître de conférence à l'université de Caen, Normandie, en études hispano-américaines, alors en civilisation. Je travaille sur l'Amérique hispanique et plus particulièrement sur l'Argentine contemporaine, donc c'est même dernière moitié du 20e et 21e, plus particulièrement. Voilà pour les premiers points. Je travaille sur des questions liées aux politiques dites de mémoire, liées à la dernière dictature qu'il y a eu en Argentine, entre 1976 et 1983. Voilà pour les grandes lignes. Alors, je l'ai soutenu en 2011, en décembre 2011. Je l'ai soutenu à l'université Paris-Sorbonne, alors Paris 4 à l'époque, qui je crois maintenant a changé de nom. Avec les fusions, j'avoue que je me suis un peu perdue. Et je l'ai soutenu sous la direction de Miguel Rodriguez, qui était donc professeur de civilisation latino-américaine, qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps. Et le titre, c'était Les associations de victimes de la dictature, 1976-1983. Et c'était droits de l'homme et politique de mémoire, en fait. Voilà, c'était un titre qui était très général, parce que je crois que c'est la première chose qu'on peut toutes et tous dire, c'est que généralement, on cherche un titre de thèse qui a pour objectif d'être assez englobant, mais en même Mm. temps, parfois après, il change déjà entre l'inscription et la fin de thèse, souvent ça change plusieurs fois. Mais le mien, pour le coup, était vraiment un titre très général qui de toute façon avait vocation à évoluer. Donc voilà. Mais j'avais fait ma thèse donc à la Sorbonne parce qu'en fait c'était mon parcours. Moi j'ai fait LLCER espagnol là-bas. J'ai fait toute ma licence là-bas. J'ai fait ma maîtrise, mon DEA et j'ai fait mon doctorat là-bas. Donc je suis pur produit de cette université, de cette UFR. De la Voilà. Sorbonne. Alors justement, Voilà. revenons sur votre parcours, parce que pour qu'on vous connaisse mieux, donc vous avez dit, si je résume, vous avez un parcours, conventionnel. Moi, c'est ce que j'appelle le Oui. le fameux parcours banal de l'hispaniste lambda qui fait sa petite licence, son petit M1, son petit M2 et cetera. Mais du Tout coup, à fait. attardons-nous un petit peu sur le choix de l'Amérique latine. Donc est-ce que c'est dès, le M1 que vous êtes parti dans cette voie ou est-ce que vous avez bifurqué après ou? Alors, pas du tout. Et alors, j'ai pas complètement un parcours classique. Parce qu'en fait, certes, sur mes diplômes, ça rend comme ça, c'est-à-dire la licence, alors, M1 maintenant, M2 maintenant, à l'époque c'était maîtrise DEA et doctorat. Mais en fait, moi, je me suis inscrite à l'université parce que je voulais avoir un DUG, c'est-à-dire un bac plus 2, Mmh. parce que je voulais tenter des concours d'une école de cinéma. Ah, Je voulais être monteuse dans le cinéma au début et il fallait avoir un bac plus 2 on m'était renseigné pour savoir est-ce qu'il fallait à tout prix avoir fait une fac de cinéma, est-ce que c'était mieux et on me disait qu'au contraire l'école favorisait les gens qui avaient un profil différent. Et moi l'espagnol c'est quelque chose qui m'intéressait pour des raisons personnelles puisque je suis d'origine espagnole, ma mère est espagnole et j'avais envie de travailler la langue, d'en savoir un peu plus. J'avais quand même déjà un intérêt supplémentaire pour les cours d'histoire, de civilisation, plutôt que de la littérature ou de la linguistique, par exemple. Ça m'intéressait, désolée, pardon, personne n'est parfait. Mais ça, non, les cours tout ça, ça m'intéressait beaucoup. J'avais eu d'excellents enseignants en plus, je le dis pas mais j'avais eu des très bons enseignants en littérature notamment, donc ça m'avait ouvert plein de portes. Mais même dans la littérature, ce qui m'intéressait, c'était souvent les auteurs qui étaient ancrés dans une mmh. réalité historique. Je me souviens qu'on avait travaillé Los Cachorros de Mario Vargas Llosa et que j'avais adoré cet ouvrage, même la pièce de théâtre avec Carmela. Enfin, j'étais de toute façon plutôt attirée par ça. Mais mon objectif, c'était d'entrer dans cette école de cinéma. Donc j'ai passé le concours, j'avais même été admissible. C'est tombé à l'eau et en fait, l'espagnol avait continué à susciter un intérêt. Donc je m'étais dit, bon, bah, je vais faire la troisième année de licence et puis je retenterai le concours. C'est tombé à l'eau et en fait l'espagnol commençait à voilà, prendre de plus en plus de place. Je me sentais pas prête non plus à faire ce que font beaucoup de gens pour rentrer dans le cinéma, c'est-à-dire plein de petits boulots, etc. J'étais Mmh. quelqu'un qui avait quand même besoin d'un petit cadre. Et finalement, c'est ouvert à moi la possibilité de partir en Erasmus à Madrid pour faire ma maîtrise, donc mon M1. Et ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait une maîtrise sur le cinéma espagnol. Voilà, puisque ça permettait de joindre deux intérêts. Il y avait un enseignant, c'était Jacinto Soriano à la Sorbonne à l'époque, qui nous suivait, enfin, il pouvait nous suivre en master. Et j'étais donc partie à Madrid et j'avais fait un mémoire sur le cinéma espagnol. Je m'étais intéressée au lien entre cinéma espagnol et cinéma hollywoodien dans les années à l'époque, donc 90. Et c'était un peu l'émergence, c'était le début des acteurs ou des professionnels espagnols qui allaient se former aux États-Unis
Voilà, il y avait un peu donc c'était ce qui m'intéressait. Donc de toute façon, c'était aussi des questions liées un peu des questions de société. Donc on voyait qu'il y avait quand même un terrain un peu, voilà. Et donc ça s'est très bien passé cette année de maîtrise, mais ensuite j'ai voulu tenter une dernière fois ce concours de l'école de cinéma en me disant, bon, je boucle après la boucle. Et donc j'ai pris une année, pas une année off complètement, parce que j'ai fait ma licence mention FLE. Voilà, je me suis dit, bon, on sait jamais, c'est toujours des choses intéressantes. La pédagogie m'intéressait un Mm. peu, j'ai pas eu vraiment d'expérience. Donc j'ai eu une année sans ni master 1 ni master 2. J'ai officiellement quitté l'espagnol, entre guillemets. J'ai retenté mon école de cinéma, ça n'a pas marché. J'ai fait donc cette licence mention FLE qui m'a plu. Et puis j'ai commencé à me dire, bah, en fait, la recherche, ça m'a bien intéressé. C'est-à-dire que Mm. l'expérience de la maîtrise m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais eu le temps de la digérer aussi avec cette année un peu de césure. Et par contre, j'étais beaucoup plus intéressée par les liens entre politique et même le droit, ça m'intéressait un peu. Enfin voilà, je commençais à avoir des centres d'intérêt qui allaient plus dans cet ordre-là. Et j'étais très intéressée par un juge qui s'appelle toujours Baltasar Garzón, Mm. un juge espagnol, donc, enfin un ancien juge qui a perdu la judicatura, mais un juge de la Audiencia Nacional. Et je m'intéressais beaucoup au rapport entre justice et politique. Et donc là, j'avais rencontré un autre enseignant qui était Michel Rall, qui est décédé il y a malheureusement pas très longtemps, professeur d'histoire de l'Espagne contemporaine. Et j'avais échangé avec lui et on était tombé sur ce sujet qui était de voir comment un juge en fait pouvait intervenir dans le débat politique espagnol, Mm. en sachant que j'étais pas juriste, qu'il m'allait de toute façon me manquer des clés. Mais donc, en partant de ça, Michel Rall m'avait proposé pourquoi vous ne travaillez pas sur les textes en fait que publie Mm. pardon, Baltasar Garzón, parce qu'il publie beaucoup d'ouvrages, il publiait beaucoup d'articles dans la presse, et comme ça, ça nous permettra de revenir sur son parcours. Donc en fait, là, je suis partie. Alors là, j'avais obtenu un poste d'assistante de langue dans un endroit un peu singulier, puisque j'ai été assistante à Ibiza. Voilà, donc ça c'était une expérience particulière. Je n'ai pas fait cours sur les plateformes, j'ai fait cours dans des salles de classe, je vais pas dans les discothèques, puisque à Ibiza on y vit en hiver, voilà. Donc j'étais dans une école de langue là-bas, ce qui a été une première approche avec la pédagogie, vraiment plus, même si bon, c'est avec sans le poids ou l'importance, puisque j'étais assistante, j'étais pas l'enseignant principal, mais ça m'a permis voilà, d'avoir un premier lien avec la pédagogie. Et en attendant, bah, je faisais mes recherches en allant à Madrid ou à Valence. Voilà, je faisais comme ça et je travaillais ensuite à Ibiza sur mon mémoire. Et Michel Ras, là-dessus, m'a soutenu tout du long, j'ai rien à dire. Parce que voilà, quand je lui ai dit que j'étais prise à Ibiza, il m'a regardé, bon. Donc oui, ouais, vous allez pouvoir vous déplacer. J'ai fait oui. Donc franchement, c'était une expérience intéressante avec lui. Et donc, dans le travail, dans le processus du travail, forcément, le parcours de Baltasar Garzón est aussi imprégné de l'Amérique latine, Mm. puisqu'en 1997 et 1998, il a fait partie des juges de l'Audiencia Nacional sur lesquels sont retombés les cas le caso Pinochet, donc pardon, à Londres, excusez-moi, et aussi le cas de 46 anciens tortionnaires argentins, enfin des agents de la répression argentine, pour lesquels il avait fait des demandes d'extradition à l'Argentine, donc 97-98. Et donc ces processus-là m'ont intéressée aussi, puisque c'était un moment de bascule en fait dans la carrière du juge. Mm. Au début, était plutôt centré sur des cas sur l'Espagne, notamment le cas des GAL, donc los grupos antiterroristas, le cas aussi du trafic de drogue en Espagne. C'est là aussi qu'il avait fait son incursion en politique en 93, puisqu'il a été membre du gouvernement de Felipe González pendant un an. Mais ensuite, il est revenu à la Judicatura, et c'était aussi ça qui était, c'était ce mélange des genres aussi qui était intéressant. Et donc, après, il s'était lancé effectivement dans un travail plus centré sur les concepts de justice internationale, voilà, qu'il avait rapproché notamment des associations comme les plus connues étant les Mères de la Place de Mai ou les Grands-Mères de la Place de Mai en Argentine. Et donc, j'avais commencé à lire des choses sur ces concepts de justice internationale, sur ces associations, pardon, sur ces acteurs qui justement avaient continué, puisque dans le cadre argentin, il n'y avait pas vraiment de marge de manœuvre au niveau judiciaire, puisqu'il y avait des lois d'amnistie qui Mm. s'étaient reportées sur les cours de justice européennes pour pouvoir essayer d'obtenir quelque chose. Et donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée. À la fin de mon DEA, donc de mon Master 2, Michel Rall me propose de faire une thèse. Il me dit qu'il pense que
enfin, moi, je lui dis que la recherche m'intéresse énormément. Très sincèrement, à l'époque, je savais même pas que ça nous faisait déboucher vers un poste de maître de conférence. Enfin, j'avais absolument pas conscience de la carrière vers laquelle ça pouvait me mener. Je savais juste que j'avais adoré la recherche. C'est Mm. vraiment quelque chose qui m'avait plu. J'aimais ça. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Et Michel Rall me dit, bah, est-ce que vous souhaitez qu'on envisage une thèse? Et le problème, c'est que là, j'étais partie par contre sur un chantier qui était beaucoup plus lourd, puisque c'était s'intéresser plus profondément au lien entre politique et justice en Espagne. Et moi, je ne me sentais pas prête parce que ça voulait dire lire beaucoup de textes de droit, Ben oui. par exemple, et qui est une langue à part. Voilà, faut maîtriser, faut être à l'aise. Moi, j'avais pas du tout l'assise voilà, j'ai estimé que ça me demanderait beaucoup trop de temps, que j'étais pas sûre de tenir sur la longueur non plus, parce que c'est parfois un peu exigeant, pas forcément très glamour. Mm. Et donc, j'ai dit par contre à Michel Rall que j'étais extrêmement intéressée par tout ce qui était justement ces associations, ces acteurs. J'avais très envie de travailler sur des mobilisations sociales. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de savoir aussi comment ces acteurs-là. Alors, il y a quelque chose qui restait de mon DEA, puisque je m'intéressais au fait que ces associations, ces acteurs étaient toujours très actifs en Argentine, Mm. même 30 ans après les faits. Donc à l'époque, c'était oui, environ 30 ans après les faits, puisque j'ai commencé ma thèse en 2006. Euh, et, euh, et en fait, donc il y avait toujours ce lien quand même. C'était un acteur qui officiellement n'est pas, alors la définition du politique c'est plus large que ça, mais qui n'est pas dans la classe ou dans le dynamique politique, mais qui se retrouve finalement à influer effectivement sur le débat, ce qui finalement est relativement classique. Dans le DEA, le master 2 c'était Baltasar Garzón, et là c'était ces associations-là. Mm. Donc au début, voilà, donc ça c'était ce qui m'avait intéressé. Donc là, Michel Rall me dit, bah c'est pas avec moi, puisque lui travaillait sur l'Espagne, et il m'avait renvoyé vers Miguel Rodriguez, qui était donc PR de civilisation latino-américaine, qui était jury de mon master 2 en fait, de mon DEA, et qui avait beaucoup aimé mon travail. Donc là, les deux, que ce soit Michel Rall ou Miguel Rodriguez, m'ont dit, par contre, il faut que vous passiez l'agrégation, sinon vous n'aurez jamais de poste. Là, ça a été assez déconcertant pour moi parce que moi, je suis arrivée à l'université, j'étais super heureuse. Pas de cadre, pas de. J'ai toujours travaillé en autonomie. Je suis quelqu'un qui, voilà, j'estime que tout le monde est différent et tout le monde sert, enfin, tout sert à tout le monde. Mais moi, pour moi, l'université, c'était la liberté. Et là, je me retrouvais au concours où il y avait le programme, le cadre scolaire aussi, la méthodologie de la dissertation, etc. J'en avais fait, mais déjà, ça faisait 3 ans que j'en faisais plus parce que j'avais quitté, enfin, Mm. j'étais partie sur les parcours de recherche. Et en fait, là, le concours, pour moi, ça a été assez déroutant et pas simple parce que j'étais aussi dans un cadre de compétition. Je me retrouvais avec des gens qui vous regardaient au-dessus de vos notes, qui prenaient, voilà, il y avait des gens très sympas aussi, mais c'est vrai qu'il y avait un peu plus cette ambiance-là que moi, j'avais pas connue du tout. Que j'avais quitté depuis, enfin même au lycée, je l'avais pas vraiment connu, mais que j'avais en tout cas jamais connu. Et ça a été une année assez difficile. Après, ce que j'ai aimé, c'est que c'était aussi l'année où, avec Miguel Rodriguez, justement, on a pu évaluer si, avant de m'inscrire en thèse, on s'était dit, bon, bah, ça nous permettra, moi je commençais un peu à travailler sur ma thèse, de voir si on est susceptible de vraiment bien travailler ensemble. Et oui. Donc ça a été, voilà, une année un peu thèse. Donc c'est pour ça que c'est à la fois un parcours classique, ou si on regarde ma liste de diplômes, entre guillemets, mais en même temps pas si classique, parce qu'il y a eu des temps de pause que je regrette absolument pas, parce qu'à chaque moment, ça m'a permis de voir que, bah oui, c'est vraiment ce que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire. Et de fait, j'ai raté donc le concours de l'agrégation 2 fois. Donc pas que j'en sois particulièrement fière, c'est un concours, donc voilà. Je pense que justement le fait que j'étais pas dans, j'avais eu ces temps d'absence faisait que moi je m'étais éloignée du cadre scolaire classique. Donc c'était Ouais. très dur pour moi de reprendre. Vraiment, c'était très compliqué. Et je pense qu'effectivement, quand on passe le concours dans une dynamique de suivi, c'est mieux parce qu'on est habitué. Voilà, alors que quand on prend des temps de respiration, bah, se remettre, c'est pas évident. Après, il y en a qui y arrivent, c'est pas. Mais pour moi, c'était dur. Et donc, après avoir échoué à l'agrégation une deuxième fois, là, Miguel Rodriguez me dit, est-ce que vous voulez pas vous relancer une troisième fois? En plus, je crois que c'est une année où dans le programme, il y avait, soit dans les œuvres littéraires ou soit dans le programme Civilisation, des choses justement en lien avec les questions mémorielles en Amérique latine, au Chili, en Argentine. Et moi, j'ai regardé Miguel Rodriguez, j'ai dit, je peux pas. Je peux pas faire une troisième année de concours. Sinon, je perds de vue, en fait, que c'est la recherche que je veux faire. Ouais. Donc, je lui ai dit, à mes risques et périls, entre guillemets, je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai pas de financement, mais je vais me débrouiller, je trouverai l'argent pour faire ma thèse.
Et lui il m'a dit, bon, bah, c'est comme vous voulez, mais moi, je lui ai juste demandé, est-ce que vous allez continuer à me soutenir? Est-ce que, voilà, à me suivre? Il m'a dit, moi, je vous suis. Donc ça, j'avoue, je le remercierais parce que il aurait pu me dire, bah non, écoutez, c'est trop risqué ou c'est trop compliqué, enfin, je sais pas. Et, euh, et en fait, j'avais mis des sous de côté et donc je lui ai dit, bah moi, je pense qu'il faut que je parte faire un terrain en Argentine parce que le sujet continue à être trop vague. J'ai pas accès aux sources aussi, parce que Ben oui, il y avait des très peu de acteurs. choses qui étaient digitalisées. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus le cas. Mais en 2006, c'était pas encore ça en Argentine. Donc je lui ai dit, faut que j'aille sur le terrain. Et je suis partie 6 mois en Argentine avec mes économies. Voilà. Donc suite, voilà. Et là, j'ai fait mon premier terrain, ce qui m'a vraiment permis d'affiner, d'élargir aussi mon champ de recherche puisque j'étais partie pour travailler sur 3 associations, je me suis retrouvée à travailler sur 7. Mm. C'est aussi là que j'ai pu établir tous mes liens, même mes liens de recherche, en participant à une grande quantité, enfin, d'assistant à plein de séminaires, conférences. Enfin, j'ai créé mon réseau de chercheurs là-bas aussi, à ce moment-là. Euh, donc oui, donc c'est un parcours classique, je vous le répète, au niveau du diplôme, mais finalement un peu. Après, je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. C'est plus compliqué de faire quelque chose comme ça aujourd'hui parce qu'il y a Ouais. beaucoup plus de cadres, notamment au niveau du doctorat et même au niveau du master. Mais pour l'époque, même si elle n'est pas si lointaine, on doit être plus nombreux que ça à avoir des parcours comme le mien. Mais là-dessus, j'avoue que j'ai eu le soutien de Miguel Rodriguez qui, lui, n'était pas du tout spécialiste, parce que de ma période, ni même de mon pays, puisqu'il travaille sur le Mexique du 19e, Mm. mais qui tout de suite aussi a su me renvoyer vers d'autres personnes. En fait, il a eu tout de suite cette intelligence de me dire, il y avait une chercheuse, voilà, enfin qui est toujours en activité, c'est Pilar González Bernaldo qui est à Paris 7 à l'université de Diderot. Et elle, comme elle suivait notamment des thèses sur des questions liées au passé dictatorial. Donc, il m'a tout de suite orienté vers elle. Notamment, j'allais à son séminaire aussi. Donc, le réseau de chercheurs c'est aussi élargi comme ça. Dès qu'il avait l'opportunité, Miguel Rodriguez, je me souviens très bien aussi qu'il m'avait fait rencontrer une autre chercheuse qui a beaucoup travaillé sur les questions sur lesquelles moi j'ai travaillé, une anthropologue, Ludmila da Silva Catella, qui se trouve qu'était à Paris en résidence à l'EHESS, et c'est lui qui m'avait dit, bah, je vous mets en contact avec elle. Donc ça m'a tout de suite ouvert des portes. Et ça, je trouve que peut-être, alors je n'ai pas de nom à donner hein, très sincèrement, mais peut-être qu'il y a des collègues qui n'ont pas cette humilité-là, de dire, bon, ben, moi, j'ai pas, et je vous renvoie vers d'autres. Et ça ne veut pas dire que ce n'était pas lui mon directeur de thèse, puisque c'est lui ensuite qui m'a relu, etc. Enfin voilà, parce qu'il avait tous les codes qu'il fallait pour suivre un travail de thèse. Mais par contre, il savait ses limites, notamment au niveau voilà, de tout ce qui était normal. On ne peut pas tout savoir sur tout. Non. Et ça, c'est le gros problème. Et vous le savez, vous êtes professeur de littérature latino-américaine. Enfin, voilà. Enfin, même nous, quand on est maître de conférence civilisation latino-américaine ou hispano-américaine, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, Mm. évident qu'on ne sait pas tout sur tout. Déjà, on a du Non. mal à savoir tout sur un pays. Donc, donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette attitude-là de Miguel Rodriguez parce que ça m'a beaucoup épaulé. Et le réseau que j'ai encore aujourd'hui, une bonne partie du réseau que j'ai aujourd'hui en Argentine, je lui dois à cette initiative qu'il a eue dès le début de me dire, moi je connais pas, je vous renvoie vers un tel, vers une telle, vers machin. Et, euh, et donc finalement, et c'est aussi comme ça que j'ai pu me faire connaître aussi, c'est comme ça que j'ai eu mes premières expériences de participation à des séminaires ou à des colloques, de la publication, Mm. mes premiers postataires, enfin, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça a débouché sur tout, en fait, sur la carrière classique à ce moment-là, si vous voulez, d'un doctorant, et j'ai eu finalement beaucoup de chance. Je sais pas de la fausse humilité, vraiment, oui, je suis quelqu'un de sérieux et qui travaille, mais on est nombreux à être sérieux et à travailler beaucoup. Et j'ai eu de la chance aussi de tomber sur les bonnes personnes ou d'être au bon endroit au bon moment. Donc mon premier postataire, je l'ai eu parce que justement, bah, c'était Pilar González qui avait eu une délégation au CNRS et donc cherchait quelqu'un qui travaillait sur mes questions. Donc voilà, ça a été ensuite, voilà, ça s'est fait comme ça. Et jusqu'à la soutenance en 2011, voilà. Et après, à nouveau un peu de chance aussi, parce que j'ai eu un poste tout de suite après. C'est-à-dire, j'ai soutenu en décembre, j'ai eu mon poste, j'ai eu une audition et j'ai eu un poste. Donc, j'ai rien à dire. Vraiment, et je pense qu'il y a un facteur chance. Je répète, c'est pas de la fausse humilité, parce qu'on est nombreux. Et je pense que ça va être bien. Donc, voilà un peu le parcours classique, mais qui l'est pas complètement. Mais je suis pas sûre qu'aujourd'hui, malheureusement, on ait cette flexibilité. Et je trouve que c'est peut-être un peu dommage. Parce que ça, moi, je suis contente d'avoir eu des temps de réflexion Mm. pour me dire c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc, quand j'ai eu mon poste, j'étais très heureuse parce que
J'ai vraiment, voilà, je ne l'ai peut-être pas eu à 25 ans ou 26 ans, je l'ai eu à 31 ans. Mais en fait, pour moi, c'était le bon âge. C'était l'âge où j'étais arrivée au bout d'un parcours personnel et professionnel. Et je me sentais capable de, voilà, d'assumer ce statut-là, d'avoir les cours qui allaient, d'être devant les étudiants, d'avoir la légitimité qu'il fallait. Enfin, voilà. Donc, c'était voilà. Je sais pas s'il était trop longue. Pas du tout, pas du tout. C'est l'idée de ces entretiens, c'est de s'expliquer. On regarde pas la montre. Vous me dites tout ce que vous avez envie de me raconter. Alors moi, je vous ramène un petit peu en arrière et surtout, je vais être terre à terre. Euh, Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir démontré dans votre thèse? Ou autrement dit, quelle était la thèse de votre thèse? Alors, à l'époque, un des éléments qui était extrêmement significatif et très singulier. En fait, l'intérêt d'être enfin, de ne pas être argentine. Je vais reprendre. En Argentine, depuis la fin des années 90, début des années 2000, il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent sur les questions mémorielles. On va intituler ça au terme très générique. Et il y a notamment des groupes qui se sont créés à Buenos Aires, mais ensuite par la suite dans d'autres universités. Et il y avait un groupe qui était dirigé, qui n'est plus dirigé par elle, mais c'est elle qui l'a fondé, c'est Elisabeth Gelling, qui est une sociologue, une grande spécialiste des questions mémorielles en Amérique latine, mais même en dehors, hein. Et en fait, c'était quelque chose qui était en train de se développer avec plusieurs chercheurs et chercheuses, beaucoup de femmes, beaucoup de chercheuses sur plusieurs objets d'études liés aux questions mémorielles. Et moi, je suis arrivée à un moment où ces groupes de travail étaient enfin en expansion. Et ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de ces gens, beaucoup de ces personnes s'étaient aussi formées en Europe, en Espagne et en France notamment. Donc elles étaient déjà en train de travailler de plus en plus dans une perspective comparatiste. Elisabeth Géline était aussi beaucoup, enfin elle était toujours là, a toujours beaucoup travaillé avec des collègues français ou américains, états-uniens. Et donc en fait, c'était un moment d'effervescence sur ces questions-là. Aujourd'hui, ce sont toutes, et pour la plupart et tous, des chercheurs voilà, qui seront des références maintenant, très clairement. Elisabeth Géline continue de produire d'ailleurs, même si elle est moins jeune. Mais en fait, beaucoup de gens qu'elle a formés sont derrière en train ont développé les choses. Enfin voilà, maintenant on arrive sur une troisième génération presque de Mm. chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, il y a une chose par contre que j'ai perçue un petit peu comme en France, en étant française, puisque là c'était vraiment ma casquette de française, c'est-à-dire née en France, grandie en France, formée en France, scolarisée en France. Il y a un élément qui me semblait extrêmement singulier, c'est qu'effectivement déjà le terme de victime ne s'utilisait que très peu quand on Mm. parlait des mères de la place de Mai ou des grands-mères de la place de Mai. C'était un gros sujet de débat. Il y avait quelques chercheurs qui commençaient à lancer ça, parce que notamment les acteurs eux-mêmes ne voulaient pas qu'on utilise ce terme-là. Même Elisabeth Géline, qui a vraiment ouvert une quantité de portes, l'utilisait très peu. Donc, en fait, il y avait ce débat-là. Et donc, moi, j'ai pu contribuer, je pense, à faire partie des chercheurs qui ont aussi mis en avant cette interrogation-là. Mm. Pour commencer. Donc, il y avait la question, ne serait-ce que la terminologie association de victimes, c'est une terminologie qu'on utilise maintenant beaucoup plus, mais quand moi j'ai commencé ma thèse, on l'utilisait peu. Alors après, c'était aussi parallèlement à des recherches qui se développaient ici en France, notamment en sciences politiques et en sociologie, sur cette terminologie d'association de victimes qui n'était pas non plus très utilisée dans d'autres cas, c'est-à-dire pas seulement en Amérique latine. Donc en Ouais. fait, j'étais un peu à la croisée des chemins entre des recherches sur les associations de victimes en termes génériques, si vous voulez, qui se développaient notamment ici en France, avec des chercheurs tels que Sandrine Lefranc, Lilian Mathieu, enfin voilà, plutôt en sciences politiques et en sociologie. Il y avait Christophe Traini aussi qui commençait à travailler sur les émotions dans les mobilisations. Il y avait Johanna Siméan qui travaillait aussi sur les ONG. Donc il y avait plusieurs chercheurs en France qui travaillaient très peu sur l'Amérique latine, mais qui s'intéressaient de plus en plus sur d'autres terrains à ces questions-là, des terrains en France et dans d'autres pays. Et en Amérique latine, c'était une terminologie qu'on commençait, qu'on hésitait, parce qu'il y avait aussi le lien entre chercheurs et acteurs qui était compliqué, Et oui. parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'archives non plus, de sources, tout était en construction. Donc en fait, moi, quand je suis arrivée, ne serait-ce que d'utiliser ce terme-là, au début, ça posait des questions. Et il y a aussi une terminologie qui est extrêmement importante, une catégorie qui est très importante, alors pas qu'en Argentine, mais en Amérique latine. Et là, c'est une spécificité assez latino-américaine, c'est que ces organisations, c'était même pas des organisations, alors certes, le terme victime posait des problèmes ou des questions, mais en plus, elles se définissaient comme des organisations de défense des droits de l'homme. Mm. Organismos de derechos humanos, c'était le terme, et c'est encore aujourd'hui hein, le terme qu'elles utilisent.
Donc, en fait, c'était à la croisée de plusieurs catégories. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là, en fait, avec mon sujet, c'était qui était, dans les grandes lignes au début, pourquoi est-ce que les grands-mères ou les mères de la place de Mai sont encore présentes et sont des acteurs politiques de l'Argentine 30 ans plus tard, c'est-à-dire qu'elles donnaient même leur opinion sur des questions qui n'étaient pas liées au passé dictatorial. Mais parallèlement, c'était quel rôle elles jouaient aussi, quelle catégorie. Et finalement, dans le cas argentin, mais pas exclusivement, enfin pas exclusivement par la suite, sur le coup, moi ce qui m'intéressait, bien entendu, c'est le cas argentin, c'était comment finalement la question du passé dictatorial devenait trop englobante pour la question, enfin plutôt, prenait un peu toute la place quand on parlait de questions de droits de l'homme en Mm. Argentine. C'est-à-dire, quand on parlait des derechos humanos, ça voulait dire passado dictatorial. Et ça posait plein de problèmes aussi, puisque ça voulait dire qu'il y a d'autres questions qui n'étaient pas forcément traitées. Donc la théorie clairement de la thèse, c'était que finalement, ces associations étaient des associations de victimes et pas exclusivement des organisations de défense des droits de l'homme, et que leur forte présence, leur forte prééminence, leur mobilisation, tout à fait justifiée et qui contribue à l'exceptionnalité aussi du cas argentin, pas seulement au regard de l'Amérique latine, sur beaucoup de questions. Le juicio las juntas, le fait qu'il y ait encore aujourd'hui en Argentine des procédures judiciaires liées au passé dictatorial, ce qui ne se produit pas dans d'autres pays, qui est probablement le pays ou un des pays au monde qui a le plus jugé et condamné des gens, des criminels de la dictature. Donc toute cette exceptionnalité, finalement, posait aussi des questions sur d'autres questions liées à la défense des droits de l'homme en Argentine. Oui. Ça s'est lissé depuis quelques années, mais au début, c'était assez compliqué. Donc je crois que voilà, la question était de mettre au regard droits de l'homme et victimes sur le passé dictatorial et droits de l'homme en Argentine dans l'actualité. Donc c'était un peu les théories enfin, ce sur quoi j'ai vraiment travaillé et qui au bout avait pour objectif de montrer que même si ces acteurs, ces associations se définissaient comme des organisations de défense des droits de l'homme, elles avaient fondamentalement surtout milité pour le passé dictatorial. Et que même si elles avaient parfois des grands discours autour des droits de l'homme, elles Ouais. n'avaient surtout agi que pour le passé dictatorial. Ce qui n'était pas un mal, il ne s'agissait pas de souligner ça. Mm. Et ça essaie de démontrer que finalement, ce besoin aussi, parce qu'elles avaient été confrontées à des lois d'amnistie, parce qu'elles avaient été confrontées à des grâces présidentielles, à parfois des gouvernements qui voulaient justement laisser le passé de côté et aller de l'avant, le plus important étant celui de Carlos Menem, entre 1989 et 1999 en Argentine. En fait, même si elles se définissaient comme organisation de défense des droits de l'homme, elles étaient fondamentalement des acteurs qui avaient lutté pour le maintien des questions liées au passé dictatorial. Ça a évolué depuis, hein. Notamment les gouvernements de Nestor Kirchner et de Cristina Fernández de Kirchner ont interrogé justement ces catégories, ont posé des questions autour de ces problématiques. Mais de fait, ça reste une question qui est très, très liée en Argentine. Donc voilà un peu comment se sont construites les problématiques de ma thèse. Et alors, du coup, tout à l'heure, vous avez dit que le projet, c'était de parler de 3 associations, que finalement, c'est devenu 7. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez eu besoin de 7. Et puis, évidemment, je suis très curieuse de savoir comment vous avez, je sais pas, le mot collaborer, travailler, comment vous avez votre approche, vous avez fait des entretiens, pas des entretiens, vous les avez suivis dans des actions. Bref, racontez-nous un peu comment vous avez glané de l'information. Bien sûr. Alors, donc au début, j'étais partie de ce que je connaissais, c'est-à-dire, alors les mères de la place de Mai, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y en a deux des associations. Il y a l'association Madres de Plaza de Mayo qui a été fondée officiellement, alors officieusement en 77, officiellement en 79. Et il y a eu une scission en 1990, donc cette association-là, Association Madres de Plaza de Mayo, qui a été, dont sont sortis certains membres qui s'appellent aujourd'hui Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Donc ça, je le savais avant mon départ. Donc c'est pour ça qu'il y avait ces deux associations de mères et il y avait las abuelas de Plaza de Mayo, les grands-mères de la place de Mai. J'étais partie sur ces associations parce que c'est celles dont j'avais le plus entendu parler quand je travaillais notamment sur les procédures judiciaires en Espagne, donc dans le cadre de mon Master 2. J'avais vu qu'il y avait d'autres associations, mais qui étaient généralement des associations d'exilés, ou enfin, le terme exilé dans les années 90 correspond peut-être plus, mais d'Argentins qui étaient restés en Espagne, qui s'étaient exilés pendant la dictature, voire en France, enfin dans d'autres pays, notamment en Europe. En arrivant sur place, donc effectivement, j'ai commencé. Donc déjà, j'avais tout un gros travail de bibliographie à faire parce que c'est une biographie qui n'était pas disponible en France ou très difficilement.
Il y avait juste, bah, alors elle porte plus ce nom, mais c'était la BDIC, donc à Nanterre, où on Mm. pouvait trouver de la bibliographie voilà, sur ces questions-là, mais c'était pas suffisant. La BNF commençait à en avoir un peu aussi, mais donc mon premier mois a été beaucoup de lecture, énormément de lecture sur place. Et en même temps, ce que je faisais, c'est que j'observais effectivement les manifestations pour faire du travail d'observation. Donc j'allais dans les manifestations. Et ce que j'ai rapidement vu, c'est qu'effectivement, donc il y avait les deux madres, il y avait abuelas, mais il y avait hijos qui était extrêmement présente. Donc ce sont les enfants d'une disparue. Je commençais à voir aussi los hermanos, puisque c'est une association qui venait de se créer. Donc c'était les frères et sœurs de détenus disparus. Et je voyais aussi qui arrivait, enfin, et autre chose qui me semblait très singulier, c'était les anciens détenus disparus, c'est-à-dire les personnes qui sont sorties des centres clandestins de détention. Et ça aussi, en tant que Français, c'était assez particulier, parce que nous, en France, moi j'ai grandi dans une France où fondamentalement, l'acteur principal des questions mémorielles, c'est la victime directe, si je puis me permettre, Mm. c'est-à-dire les personnes qui ont été dans les camps. C'est-à-dire, moi, j'ai été au lycée dans les années 90, et c'est au moment de l'explosion justement de tout ce qui est la diffusion de films comme le film Shoah de Lanzmann, la liste de Schindler qui était sortie au cinéma, on nous y a tous amenés à l'école. Donc en fait, on était vraiment dans un moment où justement ce qu'on voyait le plus dans les médias, voire dans les salles de classe, c'était les survivants de la Shoah Mm. principalement. Donc vraiment, c'était l'acteur principal, c'était, si vous me permettez, la personne qui avait été dans le camp, même si son entourage pouvait être mentionné, évoqué. Donc déjà, il y avait cette singularité qui est liée, bien entendu, à la disparition forcée de personnes et à la singularité de ce crime-là. Mais ce qui me semblait aussi très particulier, c'était de voir que cette association d'ex-détenus disparus, donc de gens qui avaient survécu au centre clandestin de détention, était souvent dans un second plan. Ah ouais. Primero madres, abuelas, hijos, hermanos y ex-detenidos desaparecidos. Donc là, on est sur un autre problème, enfin une autre question de la construction effectivement de la figure du survivant en Argentine, qui est liée à beaucoup de questions liées effectivement au discours militaire pendant la dictature, mais aussi au discours de la transition, qui a eu tendance à laisser insinuer que bah, si on a survécu, c'est peut-être parce qu'on a trahi et collaboré. Ça, c'est le plus classique, entre guillemets, mais qui était aussi sur toute la culpabilisation autour des survivants, qui étaient pour certains effectivement des militants de la guérilla, des organisations armées, mais pour d'autres pas du tout, mais sur lesquels on laissait peser qu'ils avaient d'une façon ou d'une autre contribué à la violence de la dictature en étant eux-mêmes violents. Donc Ouais. il y avait tous ces discours-là qui se mélangeaient. Qui moi aussi m'ont beaucoup intéressée, puisque comme je le disais, moi j'étais en France, j'étais lycéenne, et puis on me disait, bah non, la personne qui avait été dans un camp est une victime, indépendamment de ce qu'elle avait pu faire. Jamais on insinuait en France que c'était parce que c'était un résistant qui avait peut-être posé une bombe et tué des soldats allemands, des soldats nazis. Donc il n'y avait pas toutes ces questions-là, alors que là-bas, on commençait à avoir ces différentes lectures. Et donc ça, c'est quelque chose qui, moi, me semblait extrêmement intéressant avec mon regard de française, si je puis me permettre. Euh, et, et donc cette association-là, je trouvais aussi que c'était intéressant de savoir comment elle s'était construite, à quelle époque, à quel moment, qu'est-ce qu'elle disait pas, qu'est-ce qu'elle faisait, quelles étaient ses actions. Et c'est là que, en parlant donc avec Miguel Rodriguez, je lui ai dit, si je me limite aux trois, c'est-à-dire aux deux mères et à las abuelas, il y a une partie des choses, je vais laisser quelque chose de côté. Dans le discours, dans l'organisation, dans l'évolution, dans les dynamiques entre associations, parce que ça a pu apporter aux unes ou aux autres, dans les dynamiques avec le gouvernement, puisque là, à l'époque, c'était Nestor Kirchner qui était au pouvoir. Ça, cette question de la temporalité aussi a posé problème, puisque moi, j'étais partie pour m'arrêter en 2005-2006. Je suis allée finalement jusqu'à la fin du mandat de Nestor Kirchner en 2007. J'ai pas continué après parce qu'il y a un moment donné, il faut arrêter. Mais donc, effectivement, il y a eu au tout début de mon séjour de terrain, donc une partie très bibliographique et une partie observation de manifestations. Et j'allais à toutes les activités qu'ils organisaient. S'il y avait une pièce de théâtre, s'il y avait un concert, s'il y avait, enfin, j'étais jamais à la maison, enfin, j'étais toujours dehors, soit à la bibliothèque, soit dans les mobilisations. Ce qui permettait aussi de commencer à les connaître, parce qu'ils commençaient à me voir. J'allais à las marchas de las madres, enfin voilà. Et ils commençaient, parce ils étaient aussi très méfiants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début de mon terrain, en septembre 2006, il y a un témoin, Jorge Julio López, qui a disparu. Il était témoin dans un procès à La Plata. Et donc, c'est un monsieur qui avait été détenu pendant la dictature, détenu disparu, et qui donc là avait témoigné à La Plata contre une figure assez abominable de la répression qui est Miguel Echecolas.
Et il avait disparu, enfin il a disparu puisqu'il n'est toujours pas retrouvé, ce monsieur, depuis 2006. Et effectivement, on commençait, comme les procédures judiciaires étaient de plus en plus importantes depuis 2005 et la fin des amnisties, il y avait de plus en plus de menaces, notamment sur les témoins. Donc finalement, les survivants étaient de plus en plus soumis. Donc dès qu'ils voyaient quelqu'un de nouveau qui arrivait, ils se méfiaient. Et j'ai eu parfois des réactions un peu agressives, pas agressives, mais un peu très méfiantes de recul. Mais aussi parce que moi, je me présentais comme française, mais je parlais très bien l'espagnol, mais avec un accent espagnol, puisque je suis d'origine. Et ça les perturbait. Et puis à un moment donné aussi, plus mon terrain avançait, j'ai un côté éponge, donc j'avais commencé à prendre un accent porteño, donc ils comprenaient pas parce que je parlais extrêmement bien espagnol. Et puis en plus, vous voyez bien, je bouge beaucoup les mains, ce qui en Argentine est un sport national. Donc j'avais déjà adopté même des mimiques, des gestes, etc. Et donc ils comprenaient pas que je disais que j'étais française, mais je parlais soit très bien avec un accent, alors argentin, je dirais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas qui ressemblait, qui était très familier, soit avec un accent espagnol. Donc il y avait eu, dans le terrain, il y avait aussi ça qui était assez singulier et qui impliquait aussi de ma part un certain ajustement. Là, il y a quelques petits ouvrages sur le travail de terrain qui sont très intéressants, produits généralement par des collègues de sociologie ou même de sciences politiques qui sont plus habitués peut-être que nous dans l'hispanisme à travailler sur ces terrains-là. Et, euh, et en fait, donc voilà, il y a eu ce travail-là en parallèle. Donc après, quand j'ai rapidement décidé cet élargissement, enfin j'ai décidé, j'ai l'impression que c'est moi toute seule, mais après avoir échangé avec mon directeur de thèse, mais il a été très rapidement d'accord, ça se justifiait facilement, disons. Et il m'a dit très bien, et moi je lui ai dit, bah, je pense qu'il faut que je commence par des entretiens, parce que faut que je continue à me familiariser avec le discours des associations, j'arrivais pas très bien à voir comment ils s'ancraient, comment ils se construisaient, je savais pas très bien. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était leur parcours. Et là, j'ai été confrontée à une autre réalité, c'est que, il y a certains de ces acteurs ont beaucoup parlé. Donc, ils sont très habitués à parler. Donc, ils contrôlent très bien leur discours. D'autres, au contraire, n'avaient jamais parlé. C'était le cas, par exemple, chez les Hermanos. Donc là, il y avait une forme de réticence. Après, il y avait une autre réticence, c'est que ils voulaient plus parler, pour ceux qui avaient beaucoup parlé, ils voulaient plus parler de leur expérience personnelle, c'est-à-dire pour les survivants, de ce qu'ils avaient vécu dans les centres, etc., pour les proches, de tout le parcours de recherche. Et en fait, quelque chose qui a joué en ma faveur, c'est que moi, je leur disais que je voulais parler de l'association. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était comment l'association avait évolué, comment elle s'était construite, etc. Donc là, à ce moment-là, ça a débloqué les choses et j'ai pu obtenir plus d'entretiens. Il y a une période, je les ai enchaînés, je me souviens, j'ai fait au moins une vingtaine d'entretiens en 3 semaines. Je ne sais même plus ce que je demandais à qui. Mais en même temps, c'était très intéressant parce que ça m'a familiarisé aussi avec le discours, la construction, la communication de ces associations aussi. Et ça, c'était quelque chose de très utile par la suite. Il y avait autre chose, c'est que, et ça je l'avais remarqué en échangeant avec des collègues argentines ou argentins, c'est qu'ils me disaient des choses à moi qu'ils ne leur disaient pas eux, parce que j'étais pas argentine. Et ça, c'était très intéressant parce que les collègues argentins me disaient, ah bon, ils t'ont dit ça. Et bon, donc j'ai pu aussi beaucoup échanger sur ces entretiens-là. Mais effectivement, ça a demandé ce travail de terrain pour au moins avoir une forme de familiarité. Alors et ça c'est intéressant, c'est que quand je suis revenue en France, j'ai travaillé sur mes entretiens. Et en fait, toujours en discutant avec des collègues ou avec mon directeur de thèse, je me suis rendu compte qu'il y avait parfois un discours qui était très formaté. Et j'étais là, en même temps, ils répètent un peu toujours la même chose. Voilà. Donc, dans quelle mesure aussi ils interprétaient le passé au regard du présent? Donc, et parfois c'était normal aussi, il y avait une certaine distance. Dans le cas des mères et des grands-mères, on parlait de femmes qui à l'époque avaient entre 75 et 80 ans, qui militaient depuis une trentaine d'années. Donc voilà. Et c'est là que je me suis dit, bah, il est peut-être plus intéressant de travailler sur le discours officiel, c'est-à-dire sur les publications. Ce qu'avaient publié ces associations qui, à l'époque, n'étaient pas si accessibles que ça. Donc, finalement, même si parfois, au bout du compte, à la fin de ma thèse, les publications ont pris plus de poids que les entretiens, c'est les entretiens qui m'ont ouvert la porte vers les publications. Parce que certaines de ces publications, elles étaient chez les gens, pas encore scannées ou dans des... Maintenant, il y a eu des commissionnés. Il y a plusieurs... Maintenant, il y a de plus en plus de centres de recherche. Le gouvernement, il y a toutes les archivos qui se sont ouverts à la ESMA, enfin, à l'ex-ESMA. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup plus de matière, mais finalement, ça fait pas très longtemps, mais en peu de temps, les choses se sont débloquées. Mais quand moi je suis arrivée, il y avait encore très très peu de choses qui étaient disponibles dans des archives au sens propre. Il m'est arrivé d'aller chez des gens faire des photos. Certains me donnaient du matériel. Enfin, c'était un peu comme ça. Et ça se faisait aussi beaucoup par réseau. On me disait, mais il faut que tu parles à un tel, c'est un tel qui a gardé plein de choses. Voilà, donc.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille sur des entretiens, il y a plusieurs choses qui peuvent fonctionner. Parfois, c'est pas l'entretien ensuite même qui va peser comme source primaire, si vous voulez, dans votre thèse, mais finalement, c'est cette source-là qui va vous en ouvrir, vous voulez apporter d'autres sources. Et ça, je l'ai vu progressivement. En échangeant aussi, bien entendu, quand j'ai participé à des manifestations ou quoi que ce soit avec les collègues, en échangeant avec mon directeur de thèse, c'est comme ça qu'on a ajusté en fait. Mais donc oui, donc le travail avait plusieurs casquettes. Il y avait au début plutôt je suis revenue avec de splendides jambes de mon premier terrain, parce que qu'est-ce que j'ai manifesté. Mais ce travail-là, en fait, il est indispensable pour créer du lien. Pour aussi se familiariser sur tout ce travail d'observation, c'est extrêmement utile et intéressant parce que ça permet aussi de se familiariser avec toute une culture politique, c'est le cas de le dire. Qu'était la culture politique de ces associations-là? Euh, et ça a été extrêmement enrichissant, vraiment. Parce que ça va influer à un moment ou un autre dans la rédaction de la thèse. Même si ça ne va pas figurer tel quel en mots, ça va forcément influer. Et ça, c'est indispensable. Et ça, c'était nouveau pour moi. Et ça, c'est vrai Mais en même temps, c'est ce que je recherchais, je pense. C'est pour ça que j'étais pas partie sur Baltasar Garzón ou le Justice et politique en Espagne, comme me l'avait proposé Michel Rall. Euh, je pense qu'encore aujourd'hui, alors peut-être moins maintenant, mais quand moi j'ai commencé, c'est en ça que je remercie Miguel Rodriguez, parce que c'était pas commun d'accepter des thèses comme ça chez les hispanistes. En sciences politiques, en sociologie, en anthropologie bien sûr, sur ces disciplines-là, ils étaient presque habitués, et de fait, c'est beaucoup de bibliographie de ces disciplines-là qui m'a aidé à faire mon terrain, énormément. Mais chez les hispanistes, c'était pas commun. J'avais parfois aussi des remarques qui n'étaient pas toujours très agréables parce que oui, mais bon, c'est pas trop à nous de faire ça. Enfin, en gros, il y avait une forme de réticence. Je crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les collègues hispanistes sont beaucoup plus ouverts à ce genre de terrain. Enfin, voilà. Mais je sais enfin, et moi, avec Miguel Rodriguez, ça n'a jamais posé de problème. Je m'en suis rendu compte après que c'était pas quelque chose pas de normal, mais de commun. Mais en fait, moi, j'ai jamais senti ça parce que j'ai senti après, a posteriori ou pendant que je faisais ma thèse, quand je disais mon sujet de thèse ou quand je. C'est là que je sentais qu'il y avait un peu plus. Alors que. Je, je- Mais à l'époque, chez les hispanistes, on avait encore du mal à s'ouvrir là-dessus, je trouve. Et résultat, bah, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de thèses qui se faisaient en sciences politiques ou à l'EHESS ou dans d'autres centres sur ces questions-là, sur l'Amérique latine. Mais c'était pas les hispanistes qui les portaient, ce que je trouvais assez dommage. Et Et vous avez une explication pour comprendre ce phénomène? pff, je sais pas, je vous dis, moi en fait, j'ai pas rencontré de bâton en fait. C'est-à-dire parce que comme j'ai enchaîné à chaque fois, que ce soit Jacinto Soriano m'a suivi, Michel Ral m'a suivi, Miguel Rodriguez, en fait, j'ai jamais personne qui m'a dit non, non, moi je vais jamais faire ça avec vous. Vous voyez, j'ai toujours eu la chance d'être de la première personne à laquelle je m'adressais, c'est une personne qui me disait oui, allons-y. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que je l'ai pas senti, mais je l'ai senti quand je faisais ma thèse. Parce Mhm. qu'effectivement, je me retrouvais avec d'autres doctorants et personne travaillait sur ces Sur terrains-là. ces sujets-là, oui. Mhm. Voilà, personne n'avait des terrains comme le mien. Tout le monde allait en archives ou tout le monde travaillait sur une bibliographie ou à l'arrière, il y avait des entretiens. Mais c'était des entretiens cadrés, il y en avait trois, quatre, mais il n'y en avait pas, voilà, personne allait à des manifs, personne, vous voyez, enfin, c'était pas. Et j'ai dit personne, je fais ça, je suis pas toute seule, je sais qu'on était quelques-uns, maintenant on se connaît. Mais effectivement, mais même mes collègues, généralement, qui travaillent sur l'Amérique latine contemporaine, les gens avec qui j'échangeais, c'était des gens qui étaient en sciences politiques, en histoire, en sociologie, je le disais, en anthropologie, dans d'autres disciplines, mais presque personne n'était dirigé par un directeur de thèse de la section 14. Mhm. Et ça, je trouvais que c'était très dommage. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. Je dis je pense, j'ai eu quelques rencontres, donc effectivement, mais je crois que chez les hispanistes, on manque encore de ça. Mhm. Et on manque encore de terrain de ce type. Pourquoi? Est-ce qu'on s'auto-censure? Est-ce que les PR n'osent pas, savent pas? Est-ce qu'on n'est pas assez attractif aussi? Parce que finalement, c'est ça, en parlant avec d'autres doctorants, enfin, ils me disaient tous, bah non, mais moi tout de suite, je suis allée chercher tel directeur de thèse à l'EHESS, je suis allée tout de suite en sciences politiques. En fait, souvent, ils pensaient même pas qu'un hispaniste pouvait les suivre là-dessus, qu'un PR de civilisation latino-américaine pouvait les suivre là-dessus. Mhm. Je pense pas que c'est le PR qui a dit non, c'est qu'ils sont même pas allés le solliciter. Oui, bien sûr. Il y a cette habitude de confier ça à d'autres disciplines. Et puis, du coup, bah, il y a ce que vous dites, le revers, c'est on n'est pas formé
par des hispanistes à ces Oui, questions-là, et du coup, mais probablement qu'avec votre génération, ça va changer. C'est-à-dire, oui, je pense que ça change. Je pense sincèrement, hein. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout de suite. Je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Et ouais, moi, j'en ai pas vraiment souffert parce que, comme je vous le dis, j'ai quand même été accompagnée par des hispanistes. ouais. Donc j'ai pu bénéficier de cette pluridisciplinarité. Donc, j'en ai pas souffert. Si j'avais tardé à avoir un poste, je pourrais dire, ah oui, c'est peut-être ça qui m'a coûté. Mais c'est même pas vrai. J'ai obtenu un Mm. poste tout de suite. Donc, je peux même pas dire ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça m'a pas pénalisé dans ce sens-là. Mais j'ai quand même eu parfois des remarques ou des choses où je me disais, mince, mais en même temps, enfin, on est en train de perdre quelque chose. Là, les hispanistes, on perd une fenêtre de tir. Et je répète, moi, j'ai été soutenue, j'avais une bourse de la SHF pour mon terrain. J'avais une bourse aussi, donc voilà, je le dis pas parce que vous êtes président de la SHF, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'ensemble des hispanistes qui trouvaient que ma thèse était bizarre, loin de là. Mais j'avais eu quelques remarques parce qu'en fait, on comprenait pas pourquoi quelqu'un en espagnol faisait une thèse, alors et que je sois pas partie directement à l'EHESS ou, vous voyez, ou que j'ai pas allé chercher je sois pas allé chercher un directeur de thèse ailleurs. Ouais, ouais. Mais Mais je pense effectivement que les choses changent. Et puis, Mm. c'est le moment d'affirmer notre expertise du côté des hispanistes, parce que c'est vrai que souvent, les historiens ont tendance à penser que bon, la civilisation, c'est un peu une sous-discipline et qu'on bavarde autour de quelques phénomènes culturels. Donc, c'est pas plus mal de montrer que nous aussi, on sait faire de l'histoire et qu'on a nos méthodologies à apporter aussi. Mais de Euh, fait, juste pour finir l'anecdote, si vous me permettez, quand j'étais en Argentine et que je leur disais que j'étais civilisationniste, parce qu'on m'avait tellement tapé sur les doigts pour pas dire que j'étais historienne, mais ils éclataient de rire. Les collègues en Argentine éclataient de rire parce qu'ils comprenaient pas. Ils me faisaient, mais tu travailles sur des sources historiques, tu fais de l'histoire. Ben oui, ben donc tu es historienne. Voilà. Donc voilà, on rentre dans des espèces de guéguerres où nous, hispanistes, effectivement, on a encore du travail, je pense. Mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux, ça, j'en suis sûre. oui, ça, j'en doute pas. Donc vous avez mentionné un certain nombre de personnes qui vous ont été bien utiles pour vous guider et puis vous accompagner dans vos envies, parce qu'on voit bien que vous avez fabriqué votre objet à mesure que vous grandissiez en tant que chercheuse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous avez rencontrées qui ont été importantes et que vous aimeriez mentionner aujourd'hui? Oui, mais en Argentine, des collègues qui sont maintenant certaines des amies, mais il y a Claudia Feld, il y a Marina Franco, Luciana Messina, Ludmila da Silva Catella est une grande aide, Elisabeth Chelin. Je suis assez contente C'était récemment que j'ai remarqué, mais en fait, c'est principalement des femmes. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant de voir que je me suis beaucoup formée avec des femmes. Je le dis pas ça seulement par un effet de mode, parce que effectivement aujourd'hui, et même si je trouve que c'est très important de mettre en avant effectivement les femmes dans la recherche, mais de fait, moi j'ai été fondamentalement soutenue et épaulée en dehors de mon directeur de thèse, peut-être qui était tout seul, mais sinon, voilà, que ce soit en France ou en Argentine, c'est fondamentalement, en Espagne aussi, j'avais été aidée par certaines collègues. C'est fondamentalement des collègues femmes qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont accompagnée, suivie à des moments différents de la thèse, que ce soit dans le terrain ou que ce soit après dans la rédaction de la thèse ou que ce soit après ou la rédaction d'un colloque, d'une intervention, enfin, qui m'ont aidée dans ma formation de chercheuse, en fait. Mm. Euh, et, euh, et donc voilà, donc oui, très sincèrement, mon jury de thèse aussi a été très bienveillant. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai un très bon souvenir de ma soutenance de thèse. Vraiment, j'ai eu l'impression d'apprendre des choses et qu'ils avaient lu ma thèse. C'était tellement, enfin voilà, c'était l'aboutissement au sens où c'est chouette de pouvoir échanger sur son travail avec des gens qui ont vraiment lu avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, ou c'est l'impression qu'ils ont donnée. Euh, donc j'ai gardé un excellent souvenir de ma soutenance de thèse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des remarques, des critiques ou quoi que ce soit, mais c'était très constructif. Et, euh, ça a été très utile, notamment pour la rédaction ensuite du livre, de la thèse. Donc oui, il y aurait probablement d'autres personnes, mais la liste est longue. Mais j'ai été très épaulée, j'ai rien à dire. Vraiment, voilà. Au niveau voilà, au niveau des collègues, il y a Frédéric Vérel aussi qui m'a beaucoup aidé, qui est un politologue qui travaille sur le Maroc, mais notamment pour tout ce qui était la méthode de travail, le Mm. terrain, parce que lui était beaucoup plus rompu à ça. Donc oui, il y aurait d'autres probablement, mais bon, la liste est déjà pas mal. Alors, on parlera tout à l'heure de la soutenance et du jury, etc. Mais je voudrais d'abord que vous nous parliez des difficultés que vous avez rencontrées. Bon, alors on a bien compris que vous étiez suspect d'être une espionne parce que vous aviez un espagnol pas très, très
conforme, etc. En plus, il évoluait au fur et à mesure. Bref, en dehors de cet aspect technique de se faire accepter, comme je pense dans tout terrain, est-ce que vous avez Mhm. rencontré d'autres problèmes qui seraient spécifiques à votre sujet et puis des problèmes généraux? Je ne sais pas, est-ce que vous faites partie de ces gens qui écrivent comme des limaces et ça a été un processus douloureux ou bref, ce chemin difficile, il a été parsemé de quoi? Alors, la recherche de financement, ça c'est pas facile Mm. effectivement. Quand on n'est pas, voilà, quand on n'est pas, quand on n'a pas un contrat doctoral à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, ça peut être épuisant. Même si moi j'ai bénéficié d'un soutien, celui de mes parents, voilà, qui était là comme un filet de sauvetage si besoin était, ça je le savais et c'est forcément plus rassurant que quand on n'a pas ça. Donc voilà, ça, eux, ils ont été un gros soutien, mais aussi ce soutien matériel où j'avais pas, je me disais, bon, s'il y a un raté, ils seront là. Mais après, c'est vrai que la recherche permanente de boulot, ça peut être vite fatigant parce que ça fait perdre de vue d'autres choses, même si, à nouveau, j'ai eu généralement pas mal de postes relativement facilement. Mais il y a eu un moment où j'étais une année au chômage. Et parce que j'avais pas obtenu de poste, enfin, voilà, etc. Et ça a été très dur parce que tout d'un coup, je me suis retrouvée toute seule et on commence à se poser la question, mais à quoi bon? Mais Pourquoi je oui. fais ça? Est-ce qu'en plus ça va vraiment déboucher sur quelque chose? Donc j'ai eu quand même cette année-là d'inactivité. Mais à nouveau, je pense que les choses aujourd'hui ont changé. Parce qu'on était bien moins suivis aussi par l'école doctorale. Il y avait c'était le tout début, par exemple, des groupes d'aide, entre guillemets, ou des réunions ponctuelles. Voilà, maintenant, de ce que je vois, il y en a beaucoup plus. Il y a un comité de suivi qui s'est mis en place aussi, il y a d'autres choses. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était un peu tout seul avec notre directeur de thèse. Qui Mm. pouvait pas non plus, enfin qui n'était pas notre psychologue, donc on n'allait pas non plus l'appeler toutes les semaines, ça va pas. Mhm. Mais voilà, donc c'est vrai je trouvais que ça manquait de ça, notamment quand on n'était pas en fait dans le serial, entre guillemets, quand on n'était pas dedans, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un poste à terre ou qu'on n'avait pas un contrat doctoral. Donc il y a eu ces moments-là de grand doute, effectivement, qui étaient compliqués. Après, la charge enseignante, parfois, peut être compliquée aussi, en fonction du poste que vous avez, etc. Ça, c'était pas ça. Donc ça, c'est lié plutôt, effectivement, à la finance. Après, oui, moi, la rédaction, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. C'est pas mon préféré. Moi, le terrain, la bibliographie, enfin voilà, les lectures, tout ça, ça passe sans aucun souci. Mais quand il faut se mettre à rédiger quoi que ce soit, c'est encore le cas après 15 ans ou même plus de 15 ans de carrière. Mhm. Donc ça a été un peu douloureux. Mais là aussi, à nouveau, j'ai bénéficié de beaucoup d'aide. De mon entourage personnel qui m'ont beaucoup de relectures et puis de ces collègues chercheuses dont je parlais, notamment d'Argentine, qui pour certaines ont lu des chapitres entiers. Donc j'ai rien à dire, j'ai eu un soutien, mais qui était ce réseau qui s'était créé, alors aussi bien professionnel que personnel après, voilà. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose de fondamental à dire. Une thèse, ça se fait pas tout seul du tout. Et c'est un travail qui peut être très solitaire, mais on a besoin d'être épaulé. Et tout ne peut pas retomber sur le directeur de thèse, ça c'est sûr, ou la directrice de thèse. Il doit faire sa part, c'est évident, ou elle doit faire sa part, mais on a besoin d'autres, en fait. On a besoin de points de comparaison, on a besoin d'échanges, on a besoin de... Et puis voilà, les directeurs de thèse ou les directeurs de thèse ne peuvent pas tout savoir sur tout. Euh, Mm. donc, euh, donc voilà, donc oui, des moments difficiles, des moments de solitude comme beaucoup de gens, mais finalement j'ai pu la soutenir cette thèse, j'ai pu aller au bout, c'est parce que bah, il y avait ce réseau qui, voilà, s'il y avait une personne qui n'était pas disponible, il y avait une autre, donc voilà, j'ai jamais été complètement perdue ou toute seule, voilà. Mais je crois que c'est important de le signaler ça, qu'une Et thèse ça se fait pas seule. vous avez dit une chose là qui m'intéresse moi en tant que directrice de thèse. Vous avez dit le directeur, la directrice, évidemment, a sa part à faire. Alors, Oui. de votre point de vue, en fait, finalement, c'est quoi le rôle d'un directeur de thèse? Alors c'est facile à dire, je ne le suis pas. J'espère un jour passer la HDR, mais je crois qu'il y a l'accompagnement. Moi, comme je le disais, de mon directeur de thèse, de l'expérience que je crois qu'il a vraiment assuré au début toute la première phase que je vous disais, c'est-à-dire savoir aussi déléguer, avoir une forme d'humilité, et notamment quand on est sur des disciplines comme la vôtre ou Mm. comme celle de mon directeur de thèse, où non, on peut absolument pas tout savoir sur tout, c'est pas possible de tout connaître de la littérature latino-américaine. Enfin, c'est presque une aberration de demander à quelqu'un d'être le spécialiste de 22 pays, 21 pays, des réalités sociales. Dans le cas de la civilisation latino-américaine, ça voudrait dire qu'on est spécialiste du 19e, du 20e, du 21e. C'est absolument délirant. Puis vous, en Mm. littérature contemporaine, c'est pareil. Enfin, voilà. Donc,
Donc, je pense que ça, c'est important. D'avoir échangé avec d'autres collègues, je pense que tous les PR ne sont pas comme l'était mon directeur de thèse. Je ne sais pas encore aujourd'hui, mais en tout cas, à mon époque, certains manquaient peut-être cette humilité, ou je ne sais pas, d'après les personnalités des uns et des autres. Donc ça, je crois que c'est important d'accompagner effectivement dans la création d'un réseau. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire dans le réseau, mais d'accompagner dans ces premières étapes-là. Après, je crois que c'est la relecture, effectivement, ça c'est aussi très important pour que le doctorant se sente qu'il va dans la bonne direction, peut-être à des moments stratégiques aussi, mais, euh, mais voilà, quand je dis qu'il ne peut pas tout, c'est parce qu'on ne peut pas non plus, voilà, je parle de psychologue, voilà, on peut faire part de difficultés à la directrice de thèse ou directeur de thèse, mais il n'est pas là pour résoudre vos problèmes de logement, ou voilà, enfin. Et peut-être que parfois j'avais échangé avec des collègues qui me disaient, il ne se rend pas compte que je suis dans le temps, enfin t'es grand, enfin, t'es grande, voilà, ça y est, Mm. il peut pas, ton directeur de thèse, il est là pour ta recherche. Donc, il y a cette partie-là. Je pense qu'il y a aussi, mais ça, moi, pareil, Miguel Rodriguez m'avait prévenu, notamment quand j'ai échoué à l'agrégation, il m'a tout de suite dit, ça va être compliqué. Et ça, à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de directeurs de thèse qui le disaient. Maintenant, beaucoup plus, parce que les choses sont bien pires, malheureusement. Mm. Les difficultés à obtenir des postes sont désolantes. Donc, je pense que de ce que je vois, en tout cas, autour de moi, les PR préviennent vraiment leurs doctorants, enfin, de ce point de vue-là. C'était moins le cas avant. Et résultat, moi, j'ai des gens de ma génération qui ont été très déçus parce qu'ils n'ont pas eu de poste ou quoi que ce soit. Mais parce qu'on leur avait promis, en fait. On leur avait dit, c'est bon, si tu as fait tel parcours, ça ira, tu auras un poste. Et le principe de réalité a fait que non. Et peut-être parce que j'avais pas eu l'agrégation, je ne sais pas si c'était lié, mais moi, en tout cas, Miguel Rodriguez m'avait tout de suite dit, vous savez que ça va être compliqué, Nadia. Et Ouais. moi, j'ai fait, bah oui, mais allons-y, voyons. Enfin, voilà, j'étais peut-être un peu naïve, je sais pas, mais, euh, mais donc voilà. Donc je pense que le directeur de thèse, il y a des moments stratégiques où il doit savoir accompagner. Je ne sais pas comment je le ferai moi, si un jour, effectivement, j'ai la possibilité de le faire. Mais je crois que c'est important dans ces étapes-là. Pour échanger encore aujourd'hui avec des doctorants, quand on voit qu'il y a des soucis, c'est peut-être parce que justement, il y a des moments où le directeur de thèse ou la directrice de thèse devrait être là et n'est pas là. Mm. Mais je répète, il ne faut pas non plus lui demander tout. C'est-à-dire qu'il faut trouver un juste milieu. Mais je crois aussi qu'il y a d'autres outils qu'aujourd'hui apportent les écoles doctorales, de l'accompagnement. Ouais. Il me semble qu'il y a de plus en plus de choses aussi qui font que je ne dis pas que c'est plus facile d'être directeur ou directrice de thèse, mais que en tout cas, ça permet que le doctorant soit mieux accompagné. Ça, je pense. Mais voilà. Je ne sais pas s'il a répondu. Si, 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 bah, je prends bonne note pour Bon, on en pour ma reparlera si un jour je pratique. passe la SDR. Et ben voilà. Mais non, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue de gens qui ne dirigent pas encore des thèses, parce probablement on se fait comme c'est. Bah moi j'ai été dirigée comme ça, voilà ce que je ferais pareil, voilà ce que je ferais différemment. Donc Puis après, quand on passe de l'autre côté, Ah c'est bah comme oui, tout, on se fait ça, son propre système, où on essaye en bien tout cas sûr. de poser un certain nombre de jalons qui permettent aux doctorants de tirer le meilleur parti de leur travail. Bon, Bien alors, sûr. donc, la soutenance. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient le jury? Alors, ce ne sera pas par ordre alphabétique. Il y avait Nestor Ponce, qui est toujours, je crois, à Rennes 2 actuellement, professeur, alors plutôt littérature latino-américaine, mais il avait une expertise aussi quand même sur notamment les questions d'exil, de par son parcours personnel. Voilà, il y avait Josefina Cuesta Bustillo, qui est décédée depuis quelques années, qui est une grande spécialiste des questions mémorielles alors en Espagne, mais qui avait une grosse connaissance de l'Amérique latine, du terrain latino-américain. Il y avait Michel Rall, qui était donc mon directeur de Master 2 de DEA, notamment parce qu'il connaissait très bien les questions liées aux mobilisations sociales, puisqu'il avait travaillé Mhm. certes sur l'Espagne, mais à la fin du 19e, au début du 20e notamment. Donc ça se justifiait dans ce sens-là. Il y avait Perla Petric, qui était à l'époque à Paris 8, qui donc est retraitée maintenant, qui elle aussi travaillait beaucoup. Alors là, c'était justement pour les questions de terrain, puisqu'elle était toujours à la cheval dans sa discipline sur l'anthropologie et l'histoire. Et donc, pour tout ce qui était questions de terrain, c'était extrêmement utile pour sa perspective. Il y avait mon directeur de thèse, puisqu'à l'époque, les directeurs de thèse étaient encore dans les jurys, Miguel Rodriguez, et il y avait Pilar González Bernaldo, donc, qui était présidente du jury d'ailleurs, et qui connaissait très bien les questions pour avoir dirigé plusieurs thèses, notamment sur les questions mémorielles, même si ce n'était pas sa spécialité à elle, en Argentine. Donc voilà. Donc c'était un jury très divers, très section 14.
Mm. Voilà, ça c'était. Alors, je ne sais pas qui je retirerais entre guillemets, parce que je pense qu'on avait réussi finalement avec l'expertise de chacun à avoir des gens qui pouvaient chacun dire quelque chose d'intéressant Ben, pour c'est ma ça. thèse, et de fait, ça a été le cas. Mais mon petit regret à l'époque, mais c'était dans une question de stratégie, c'est que j'aurais bien voulu qu'il y ait notamment, il y avait une chercheuse en sciences politiques qui était très intéressante et un historien. Et on avait réfléchi avec Miguel Rodriguez et lui-même m'avait dit, mais après la qualification, etc. Donc voilà, donc il y a eu bon. Mais après, je vous dis, comme chacun des membres travaillait ou s'intéressait à des questions proches de ma thèse, chacun m'a apporté en fait des commentaires extrêmement intéressants. Donc voilà, j'avais un gros jury, hein. J'avais 6 membres du jury qui étaient donc présents. Les rapporteurs, c'était Perla Petris et Nestor Ponte, si je ne me trompe plus. Mais oui, Mm. c'était eux deux qui avaient été rapporteurs et rapportrices de ma thèse. Bon, alors, Voilà. vous avez dit tout à l'heure que le souvenir était positif, vous étiez contente que les gens aient lu votre travail. C'est vrai, il y a cette espèce de petite euphorie de voir qu'on n'a pas été tout seul Oui, il y a au moins 7 personnes. voilà, dans sa petite galère, qu'on a été lu, parfois très Bien bien sûr. lu, avec des vrais échanges, Oui. etc. Mais sinon, alors, est-ce que vous avez des choses un peu plus, je sais pas, personnelles à dire sur cette soutenance? Vous étiez ému, évidemment. Ça a Oui. été une succession de catastrophes. Là, moi, peut-être vous êtes la 150e personne à qui je fais cet entretien. Et régulièrement, on me dit, ah, mais alors moi, c'était la journée de la super grève de 95 où il y avait eu les attentats de je ne sais pas quoi. Et du coup, Oh là bref. là. Donc, est-ce que vous avez eu ce genre. Ou alors, tout était en visio parce que le Covid, bon, ça c'est pas vous. Oh mon Dieu, ça c'est pas génial, ouais. Non, c'est les pauvres de Ça, ces oui, deux non, là, dernières franchement, années, là. je les envie vraiment pas, vraiment Non, pas. non, non, moi non plus. Non. Mais en fait, non. En fait, j'ai pas d'anecdote le jour de la soutenance. Non, les transports fonctionnaient très bien, tout le monde était là, beaucoup de membres de ma famille étaient là, de mon entourage proche, même des amis venus d'Espagne. Donc non, non, c'était très émouvant effectivement, mais parce que voilà, pour mes parents, c'était très bien. Moi, je suis fille de commerçant, hein, donc les études, je suis la plus diplômée de ma famille. Donc, ça faisait des années qu'ils entendaient parler de cette maudite thèse qui me prenait une énergie folle et un temps fou, et ils n'arrivaient pas à y voir quelque chose de concret. Déjà, de l'avoir pas publié, de voir le manuscrit, c'était ah, d'accord, quand même. Mais en fait, je trouve que vraiment la soutenance, c'est un beau. Ça peut, après, effectivement, il peut y avoir des circonstances, mais en tout cas, pour moi, ça a rempli son rôle. C'est-à-dire que d'un point de vue de la recherche, j'ai eu des gens qui m'ont extrêmement bien lu, qui m'ont fait des remarques très intéressantes. Ça a été un débat et un échange très fructueux. Je me suis sentie très à l'aise en fait. J'étais nerveuse au début, comme tout le monde, mais ça a duré quand même presque 3 heures, 4 heures, je me souviens plus, c'était long. Ah Mais, oui. moi, j'ai pas senti le temps passer, alors peut-être que dans le public un peu plus. Mais de fait, voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'un dialogue très fécond, d'apprendre plein de choses sur mon travail, de choses qui pouvaient être ajustées. Enfin, c'était vraiment ce rite de passage. J'avais l'impression, voilà, on me disait. Vous faites du bon boulot, mais c'est perfectible, voilà, mais on sent que vous êtes capable de le faire. Donc moi, voilà, c'était très encourageant de ce point de vue-là. Et puis pour le public, c'était vraiment ça, c'est tout un entourage. Alors il y a des collègues et des amis chercheurs et chercheuses qui savent très bien à quoi ça correspond. Mais toute ma famille ou mon entourage où personne n'a jamais fait de thèse, voilà, le bac plus 5, je crois que c'est le maximum dans ma famille, c'était devenu quelque chose voilà, de concret. Ah, Mm. voilà ce sur quoi elle travaille depuis tant de temps, ça donne ça. Et puis tout le discours du jury avait été intelligible, entre guillemets, pour eux, dans les grandes lignes, je dirais. Donc en fait, voilà, ça a rempli ça a coché toutes les cases, en fait, cette soutenance pour moi. Mm. Donc non, il s'est rien passé, il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu Est-ce que, d'événement. est-ce que vous faites partie de ces Euh, gens qui ont versé une petite larme à la fin ou non, vous êtes une dure? euh, non, moi j'ai vu mon papa verser une larme, ce qui est Mm. rare. Donc mes parents étaient très très émus. C'est pour ça que je vous dis qu'en plus pour mes parents, ça avait été, Important, ouais. voilà, c'est un peu, désolé, c'est un peu caricatural, fille de commerçant qui fait une thèse. Donc en fait c'est le fameux ascenseur social, voilà, hein. Enfin c'est ça, c'est-à-dire que vous voyez, voilà, et même si la réussite sociale c'est celle de mes parents, c'est pas la mienne, puisque moi ils m'ont tout donné, donc j'ai pas eu de difficultés matérielles particulières. Mais en fait, voilà, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était très chouette. Et après, c'était chouette aussi, puisque donc, mes parents étaient restaurateurs. Et donc, on a fait le pot de thèse dans le restaurant de mon papa. Et puis, mes parents ont préparé un pot mais absolument merveilleux. Forcément, et ça, pour eux, c'était très chouette aussi, parce que c'est quelque chose qu'ils pouvaient faire. Voilà, c'était concrètement, ils pouvaient préparer un très, très beau pot. Donc,
Je le dis pas mais je pense que c'est un des plus beaux pots de thèse auxquels on peut assister les gens parce que forcément, c'était assez pléthorique. Et ça, c'était chouette aussi parce que finalement, beaucoup de gens sont venus. Et donc, j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose de festif. Donc, moi, vraiment un souvenir d'un après-midi très festif. Mais voilà, parce qu'il y a eu la concordance de tous ces éléments-là. Donc, non, vous voyez, j'aurais peut-être une petite larme maintenant, vous voyez, parce que c'est vraiment quelque chose d'émouvant. J'en ai vraiment un souvenir émouvant. Bon, Donc je bah, sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, j'ai rien à dire, vraiment. eh ben, il faut faire l'HDR pour renouveler cette expérience On formidable. essaye, on essaye, on essaye. Bien, alors, est-ce que vous pouvez me dire maintenant dans quelle mesure l'enseignante et la chercheuse que vous êtes aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail-là? Euh, je continue parce que finalement, maintenant, je travaille sur un terrain dans le Chaco, donc dans le nord de l'Argentine, euh, qui a pour objectif de s'intéresser beaucoup plus aux acteurs politiques, c'est-à-dire aux partis politiques et aux questions mémorielles et comment elles rentrent dans les dynamiques locales. Dans les jeux politiques locaux, en fait, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, forcément, ma première accroche, c'est ces associations. C'est-à-dire, je vais me rapprocher des acteurs qui sont engagés et je vais avoir le réflexe d'avoir recours aux méthodes que j'ai utilisées lors de ma thèse. Au début, même si forcément on a appris des choses, et on perd moins de temps sur certaines choses, mais, euh, mais effectivement, je me raccroche encore aujourd'hui, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de temps qui a coulé, peut-être parce que j'ai initié d'autres recherches, mais pour le moment en tâtonnement, parce que bah, la carrière de maître de conférence souvent est vite prise par des tâches administratives qui font que la recherche est trop souvent malheureusement reléguée à un second plan. Mais donc, ça reste un point d'accroche utile. Parce que je pense sincèrement, et c'est pour ça que je disais que dans ma soutenance, il y avait des choses qui m'avaient été dites qui étaient très intéressantes, et depuis, bah, j'ai échangé avec d'autres chercheurs aussi. Et je pense que le terrain que j'ai fait, bien entendu perfective, avait eu ce mérite effectivement de laisser des temps Mhm. qui permettaient de ensuite mieux perfectionner la méthodologie de travail. Donc finalement, il m'influe encore aujourd'hui ce travail de thèse, définitivement. Au-delà du fait que je travaille toujours sur des questions liées aux politiques de mémoire en Argentine, mais même dans la méthode, l'approche. Et en tant qu'enseignante avec les étudiants, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler ou... Alors, oui, parce que finalement, même si j'essaie de pas les orienter, ce sont des choses qui les intéressent. De toute façon, ils sont intéressés par le passé dictatorial, par les questions mémorielles. J'habite en Normandie, hein, on a l'université de Caen où les questions mémorielles liées à la Seconde Guerre mondiale sont partout. Donc en fait, ça leur permet aussi de faire de liens, d'avoir du recul. Au début, moi, j'essayais de pas trop rentrer là-dedans parce que j'avais peur d'imposer presque, bizarrement, mes axes de recherche à mes étudiants. Moi, j'enseigne en langue étrangère appliquée, en LEA, où normalement, on nous dit toujours que c'est des étudiants qui sont moins intéressés par ces questions-là. Et en fait, maintenant que ça fait 10 ans que je suis ici à l'université, en fait, c'est pas vrai. Ça les intéresse énormément d'être au contact aussi de chercheurs. Mhm. Donc bien entendu, ça, c'est mon réseau aussi qui fait que bah, il y a parfois des collègues qui viennent, qui travaillent sur ces questions-là. Donc j'essaie de les faire participer, d'échanger avec eux, que ces collègues échangent avec mes étudiants. Et de fait, ce sont des questions qui les intéressent. Les mobilisations sociales, ça les intéresse, les questions mémorielles, mais aussi le rapport qu'on peut avoir aussi aux objets mémoriels du type musée, du type film, toutes ces productions culturelles autour de ces questions-là. La périodicité, parce que c'est pas la même chose, bien entendu, de créer un musée dans les années 90 que de le créer à la fin des années 90, que dans les années 2000, que dans les années... Donc, mettre ça en lien avec les politiques publiques qui sont mises en place. Et donc, oui, ce sont des choses que j'utilise dans mes cours, des outils que j'utilise. Eux, ils sont aussi très intéressés. J'ai parfois des étudiants qui me disent, Madame, on ne savait pas que vous aviez écrit un livre. Et alors, ça parlait de quoi? Donc, je leur raconte, voilà, je leur dis que c'est ma thèse. Ah bon? Donc, en fait, il y a une curiosité. Les étudiants, en général, sont intéressés de savoir même qu'on est des enseignants-chercheurs. Ça, parfois, ils ne le savent même pas. Et c'est de notre faute aussi, je pense, parce qu'on est tellement pris par d'autres choses qu'on oublie de leur dire d'où vient aussi notre métier, comment on y est arrivé. Et je crois que ça les intéresse beaucoup plus qu'on ne le pense. Mhm. Donc oui, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Beaucoup plus avec les années, je crois. Peut-être que j'avais un peu d'autocensure au début, mais au bout d'un moment, j'ai pu voir que, au contraire. Donc oui, oui, c'est quelque chose qui est présent dans mes cours. Mhm.
Et alors, vous avez dit que vous avez publié votre thèse, donc ça veut dire que vous faites partie de ces gens qui l'ont relue, avec bonheur ou pas. Donc ça, c'est ce que vous allez nous dire. Est-ce que c'est d'abord combien de temps après combien de temps après la soutenance vous l'avez publié? Est-ce que vous avez pris beaucoup de distance par rapport déjà avec ce que vous avez écrit? Est-ce que vous avez eu beaucoup de travail pour faire la version livre? Alors, très dur de relire sa thèse. Oh là là, c'est dur. C'est Mm. très très dur. Parce que justement aussi, même si la soutenance s'est merveilleusement bien passée et que j'ai appris plein de choses, justement, j'étais là, oups. Donc je l'ai relu relativement rapidement parce qu'en fait, à nouveau, pas de fausse humilité, un peu de chance. Donc l'Institut des Amériques, qui est un groupe d'intérêt scientifique, voilà, commençait en fait, venait d'ouvrir son premier appel à publication pour des thèses qui venaient de se publier. Donc ça date, donc moi j'ai soutenu en 2011. Je crois que ça a commencé, ils ont commencé à faire ça en 2012 ou 2013, c'est-à-dire juste après que très peu de temps. Enfin moi j'ai souvenir que ça a été très très rapide parce que ça a même coïncidé avec ma première année de maître de conférence, donc je crois que c'est 2012. Et donc j'ai envoyé, je me souviens très bien même d'avoir raté l'échéance. Il y avait eu un rappel et j'avais envoyé un dossier un peu léger parce que j'avais fait ça un peu vite en me disant, bon, un peu une bouteille à la mer. Bon, tentons le coup, on verra bien. Et voilà. Et en fait, ils m'avaient, eux, recontacté pour compléter mon dossier. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont débordés par les demandes, mais à l'époque, ils en avaient moins. Et, euh, et en fait, j'en ai un peu bénéficié parce que, résultat, ils m'ont demandé d'étoffer mon dossier. Mm. Et donc, je l'ai étoffé. Et quelques mois plus tard, donc en 2000, même pas un an, à peine plus d'un an après la soutenance, ils m'ont contacté pour me dire qu'ils m'octroyaient le financement pour la thèse dans la collection Les Amériques des presses universitaires de Rennes. Et là, il a fallu par contre mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire reprendre cette thèse et bon, bah maintenant on en fait quoi? Je suis très contente de l'avoir fait relativement rapidement, même si ça a été douloureux parce que pouf, se remettre dans la thèse, voilà, aussi rapidement, c'est pas facile, mais d'un autre côté, on est dans une dynamique où on se souvient encore de tout. Eh oui, Donc c'est plus facile. Enfin, je pense, je sais pas, peut-être que d'autres vous diront au contraire, moi j'avais besoin de temps pour pouvoir retravailler, mais je pense que plus le temps passe, plus on passe à d'autres choses aussi. Mais bon, je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'étais contente d'enchaîner. Après, j'ai bénéficié de deux coups de main. Une amie qui m'a beaucoup relu pour la langue, parce que j'étais débordée de travail aussi. J'étais ma première année de maître de conférence, j'avais beaucoup d'heures complémentaires. Moi, je travaillais aussi à Cherbourg à l'époque. Donc, j'avais 120 km trois fois par semaine, enfin 250 km trois fois par semaine de route. Donc, j'avais vraiment besoin d'une collègue, d'une amie pour me relire. Et j'ai une autre amie qui m'a aidée, une autre collègue là, d'Argentine, qui m'a aidée pour élaborer en fait le plan du livre. Parce mm. qu'elle sentait bien qu'il y avait des choses que je voulais pas faire, que je voulais laisser de côté, que je voulais réécrire. Quand on rend une thèse, le premier truc qu'on se dit, c'est oh, j'ai oublié tout ça. Mm. J'ai pas parlé de ci, j'ai pas parlé de ça, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû organiser ci, voilà. Et en fait, l'ouvrage, ce qui est chouette, c'est que ça vous permet de faire ça. Oui. Ça vous voilà. Et ça, je trouve ça, c'est pour ça que je trouve ça bien aussi de l'enchaîner. Donc moi, le livre, j'en suis plutôt fière parce que je me dis que c'est vraiment c'est presque la thèse que j'aurais voulu soutenir, mais sans regret d'avoir soutenu celle que j'ai soutenue. Mais c'est pour ça que comme parfois des gens me demandent, oui, j'ai votre ouvrage, mais j'aimerais bien lire la thèse originale. La première chose que je leur dis, je leur fais, moi, je veux bien vous l'envoyer, mais très sincèrement, restez sur le livre, c'est ce que je voulais faire. Mm. Donc, donc voilà, mais donc ça s'est fait relativement rapidement, puisque la thèse, je l'ai publiée en 2015, alors que j'ai soutenu en décembre 2011, ce qui Ouais. est un délai relativement court finalement, début 2015. Donc en 3 ans, ça s'est fait. C'est-à-dire, j'ai obtenu le financement et tout a été lancé. Donc non, non, j'ai eu là aussi un bon concours de circonstances. Eh ouais, c'est la vie, c'est la vie. Oui, oui. Alors, en dehors de prendre en compte qu'une thèse, ça ne se fait pas tout seul et qu'on a besoin d'amis, de réseaux, de relecteurs, de petites mains et de parents qui après font le buffet pantagruélique de soutenance, quels sont les conseils que vous donneriez à de jeunes doctorants? La persévérance, je crois que c'est important. De pas se décourager, de pas d'écouter tous les conseils possibles inimaginables, mais de savoir aussi en faire le ménage, si je puis me permettre. De ne pas se laisser accabler par des choses qu'on peut nous dire, qui peuvent être bonnes ou pas bonnes, c'est pas mais en tout cas de toujours prendre les choses avec recul. Je trouve que c'est bien, et c'est malheureusement, alors c'est facile à dire, mais même si c'est parce que mon parcours était différent, mais je trouve que ce qui manque aujourd'hui, c'est le temps.
Oui. Ces thèses en 3 ans, moi, ça me semble... Parce que, voilà, même si c'était aussi parce que j'avais pas forcément de travail ou quoi que ce soit, donc c'était pas forcément un choix, finalement, d'avoir eu ces temps de respiration, moi, ça m'a permis d'ajuster, en fait, je trouve, la thèse, voilà, de... Donc, en fait, c'est surtout ça, c'est d'essayer de trouver le temps, de prendre des temps de respiration aussi, de pas hésiter à prendre des vacances, des Mhm. week-ends. Parce que moi, je faisais pas ça, et j'ai fini, mais en plus... D'un côté, j'ai eu de la chance, donc j'ai enchaîné avec mon poste de maître de conférence. Je me souviens très bien en plus que comme j'avais peur, entre guillemets, de ne pas avoir de poste de maître de conférence, pendant l'été, suite à ma soutenance, je m'étais préparé un séjour de terrain en Argentine. Et en fait, j'ai eu le sentiment d'enchaîner pendant plusieurs années comme ça. Et je me suis plus ou moins effondrée 2 ou 3 ans après avoir eu mon poste de maître de conférence, de Mhm. fatigue. Parce que dès que j'avais un temps libre, je partais faire du terrain en Argentine ou faire un truc muche où j'étais dans un colloque ou dans un, enfin, etc. Et certes, j'avais un beau CV, mais en même temps, j'ai fini épuisée. Donc je pense qu'on ne le dit pas assez. Et c'est difficile de dire ça à un jeune chercheur, parce que d'un côté, les temps sont tellement durs actuellement. Trouver un poste, c'est compliqué. Toute ligne du CV compte, mais en même temps, c'est très salutaire, je pense, de prendre des temps de respiration. D'un point de vue personnel, voilà, un week-end, une vacance, aller au cinéma le soir, j'en sais rien, n'importe quoi. D'essayer de s'aérer la tête, parce que de toute façon, ça va bénéficier au travail de recherche. Si on est plus détendu, je pense qu'on travaille vraiment mieux. Donc, juste ça, peut-être pour le moment. Mais bon, la question du temps, je sais que malheureusement, c'est pas forcément un choix. Mais d'essayer de trouver des petites respirations, quelles qu'elles soient, euh, pour, pour, euh, pour, pour mieux travailler pour sa recherche et parce que l'avenir est malheureusement un peu trop incertain. Mhm. Donc c'est peut-être le plus gros conseil que je donnerais, mais aussi d'aller chercher, j'insiste, sur aller chercher, se créer rapidement un réseau de chercheurs qui travaillent sur des questions proches des nôtres. Essayer. Ne serait-ce qu'en participant. Moi, en fait, je l'ai fait de manière un peu inconsciente, mais j'allais à plein de séminaires. J'allais à plein de colloques, mais au tout début de ma thèse, en fait, j'assistais à plein de trucs, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Et en fait, à force de vous voir dans des séminaires ou quoi que ce soit, ben, il y a des gens qui s'approchent de vous. Ah bon, ça fait quand même le troisième fois que je te vois au séminaire. Donc, c'était pas une stratégie de ma part dans le sens où je m'étais dit, Oui, cool, je vais me faire un réseau. Mais finalement, ça produit cet effet. Et c'est là que, effectivement, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout demander à son directeur ou à sa directrice. On a besoin d'autres gens qui vont pouvoir vous épauler, vous, etc., vous relire éventuellement. Donc, euh, donc je trouve que ça, c'est aussi important, c'est de ne pas hésiter. En plus, je trouve que c'est la partie sympa au début. Assister à des séminaires, écouter ce que font les autres, moi, ça me manque maintenant. J'ai jamais le temps d'aller écouter quelqu'un, malheureusement, le nombre de manifestations que je vois et auxquelles j'aimerais assister, mais parce qu'on est pris par 40 000 choses, on peut pas. Donc, de ne pas hésiter à aller à des séminaires, à aller à des colloques, écouter les autres, échanger avec les collègues, de pas sentir que parce qu'on est jeune doctorant, on connaît rien et que donc notre parole ne sert à rien. Au contraire, Euh, avoir cette liberté de parole, je trouve que c'est important. De pas hésiter. Voilà, on se trompe, on ne sait pas, c'est normal. On est doctorant, on est étudiant. Et ça aussi, on l'oublie. Ou peut-être que le système nous le fait oublier, entre guillemets. C'est qu'on n'est pas censé tout savoir. On est là pour apprendre. En tant que doctorant, on est aussi étudiant. Donc voilà, c'est un peu ce que je dirais. et alors pour finir, est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de la thèse, mais la version thèse, pas la version livre, et surtout nous en faire un commentaire rétrospectif. C'est-à-dire la Nadia que vous êtes aujourd'hui, quand elle lit cette première phrase, elle en pense quoi? Elle trouve qu'il était judicieux de commencer avec ça sur ce ton, ou elle en rigole avec un peu d'attendrissement? Alors, la première phrase uniquement? Ou la Oui. deuxième, troisième, si vous avez besoin que ça fasse un tout. Mais en tout cas, ce que vous considérez comme Euh, étant le début, quoi. euh, non, bah, j'aime bien la première. Depuis la chute des Juntes, l'Argentine n'a cessé de donner lieu à de nombreux travaux, tant de la part des chercheurs argentins qu'étrangers. Bah, rien que ça, je trouve que c'est important de dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de travaux. Je trouvais que c'était significatif. Parce que, et c'est ça qui est important quand on travaille en recherche en général, pas seulement pour les doctorants, mais peut-être que le doctorant le savent pas assez ou j'en sais rien, ça dépend peut-être aussi des directeurs, directrices de thèse, mais c'est qu'effectivement, on s'insère dans un groupe de chercheurs. On est dans on intègre une grande famille, qui est la famille de la recherche.
Alors, dans les familles, il y a de tout. Il y a des gens avec lesquels on s'entend et des gens avec lesquels on ne s'entend pas. Mm. Et que les gens avec lesquels on est en symbiose et d'autres pas du tout, c'est normal. Mais je trouve que commencer par cette phrase, c'était important parce que j'avais vraiment envie de montrer que j'étais en train de m'insérer dans une ligne de chercheurs argentins et étrangers, donc qui travaillaient sur l'Argentine, mais en provenant d'autres nationalités, parce que c'était là où je me situais, moi, en tant que chercheur étrangère, qui travaillait sur les réalités argentines, mais en même temps, j'avais vraiment envie de faire le lien entre les deux. C'était Mm. le but de la thèse, qui, je pense, a plutôt bien fonctionné, que ce soit même sur cette thèse que j'estimais pas parfaite et que je préférais, enfin, je préfère le livre aujourd'hui, disons, mais je trouve que la thèse avait cet objectif-là et que sur ça, j'avais rempli ma mission, en tout cas. Donc, commencer par cette phrase, non, ça me semble très bien, parce qu'on s'insère toujours dans un cadre de recherche. On est la continuité de travaux des autres et on sera celle, si tout va bien, on s'insérera ensuite dans celle d'un autre doctorant qui reprendra nos recherches et ainsi de suite. Et je trouve que c'est ça qui doit prévaloir, le fait Mm. on intègre une famille qui est celle des chercheurs et Ouais, c'est ça. chercheuses. Il y a une généalogie et on est un petit maillon de cette Voilà. chose-là. Et que Mm. c'est très bien d'être un petit maillon. On n'a pas besoin, certains parmi nous sont effectivement des pontes, deviennent des chercheurs parce que pour x, y raison, mais parce qu'il y a un talent, parce qu'il y a une capacité de travail. Mais moi, je trouve ça très bien. Moi, j'estime être plutôt une prolétaire de la recherche. Je pense faire un travail sérieux, je le dis, mais vraiment, voilà, voilà moi, je rame un peu, je vous parlais de la rédaction. Moi, la rédaction, pour moi, c'est compliqué. Donc voilà, il y en a d'autres qui rédigent 15 articles par la minute, mais tant mieux. Voilà, enfin, j'exagère, mais je trouve que c'est très bien d'être un ou une prolétaire de la recherche parce qu'on contribue justement et que c'est quelque chose de collectif et que parfois les politiques publiques qui se mettent en place et les choses nous font oublier ça. Mm. Mais on est on intègre un groupe de personnes. On n'est pas tout seul. Non, Voilà. ce qu'il faut espérer, c'est qu'on continue à avoir les moyens de cet héritage pour continuer à J'espère. produire, parce que c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, on est vraiment accablé de tâches et je crains qu'on finisse tous par être des petits maillons avec les grandes difficultés pour faire ces révolutions dont vous parliez, où vous dites d'un seul coup, il y a un grand chercheur qui est inspiré, mais si les conditions ne sont pas là, je suis pas sûre qu'on puisse Non, continuer à... c'est à- évident. Non, 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 je crois ouais. qu'aujourd'hui, c'est désolant. Moi, je suis, mais j'ai eu un parcours un peu compliqué ou quoi que ce soit, je vous le disais, mais enfin, atypique plutôt, mais pas si compliqué, puisque finalement, j'ai bénéficié, je le disais, du soutien de plein de personnes à plein de niveaux. Mais en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus de marge, de moins en moins. Et je suis absolument désolée de voir la quantité de jeunes docteurs Mm. et de doctoreux qui font des CV, mais qui font 10 fois le mien quand j'ai obtenu mon poste de maître de conférence, et qui n'obtiennent pas de poste, qui n'obtiennent pas de cadre, ou qui enchaînent des post-doc, Mm. des postes à thènes, enfin, tous les acronymes qu'on peut nous sortir aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui est plus désolant, de voir Oui. parce que c'est une forme de misère humaine, ça crée de la misère humaine. Et moi, ça me désole de voir ce que ça devient. Ça crée des tensions entre les gens. Enfin, voilà, justement, on se retrouve dans des cadres. C'est désolant. Au-delà de ce que nous, titulaires aussi, on doit aussi supporter, ou les difficultés, le manque de moyens, effectivement. Mais je crois que c'est ce il y a de plus désolant. Mais voilà. Mhm. Bon, ça m'embête qu'on termine sur Oui. cette phrase, c'est ce qu'il y a de plus désolant. Donc, j'aimerais bien que vous me trouviez une petite formule pour inciter les jeunes gens, malgré tout, à faire une thèse. Et après, je donnerai cet entretien pour conclure. Euh, Je parlais de famille tout à l'heure, justement. On intègre une famille de chercheurs, et ça, je crois que ça ne s'est pas perdu. C'est-à-dire que même si effectivement, c'est aussi dans la difficulté. Alors oui, dans la difficulté, il y a aussi des tensions qui émergent, je le disais tout à l'heure, mais il y a aussi une solidarité qui se crée. Et ça, j'y crois. Ça, j'y crois. Je crois sincèrement que c'est ce qui va sauver la recherche. C'est le maintien au moins de cette solidarité, même si effectivement les moyens, ce serait beaucoup mieux. Mais ça, j'y crois. Cette solidarité, ce lien qu'il va y avoir entre chercheurs, il est indispensable. Mm. Et moi, je le vois dans mon entourage, en tout cas. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont solidaires, qui pensent encore que parce qu'on est chercheur, ce qui est fondamental, c'est d'abord d'échanger.
Mm. Et donc, j'encourage surtout les jeunes chercheurs à se rapprocher des chercheurs plus confirmés, quels que soient les âges, etc., et à pas hésiter à s'approcher. Personne n'est, alors peut-être que certains répondront pas, mais bon, ça c'est des questions de personnalité, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui vont répondre Mm. favorablement pour échanger avec des jeunes chercheurs, quelqu'un qui envisage de faire une thèse pour aider à affiner le sujet. Ça j'y crois beaucoup encore. Voilà. Bon, sur cette conclusion, je veux bien qu'on s'arrête là. Donc, merci beaucoup Nadia pour cet entretien et Ben, globalement merci à vous, Caroline. Ça a été très long. Oula, avoir, vous avez du matériel. avoir accepté de participer à ce projet. Ben, merci à vous.